Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, non seulement je suis dans la Melon Mobile, mais je suis pas seul, je suis avec l'ami Théo alias Albator. Comment ça va? Que d'émotions. Incroyable. Que d'émotions d'être ici dans ce lieu légendaire. Hein. C'est extraordinaire parce que tu es le premier à faire une vidéo avec moi dans la Melon Mobile et je crois que c'est absolument fou. Mais ce qui est encore plus fou, franchement, c'est que tu m'es traîné. Bon, je t'ai kidnappé quand même à la gare et tout, mais tu m'as traîné pour qu'on aille voir ensemble un film du MCU. Et pourtant, ça faisait un moment que j'avais décidé d'arrêter le MCU en salle, sauf exception. Tu es une belle exception, donc on te salue. Voilà. Merci. Et ensemble, nous sommes allés voir donc les 4 fantastiques First Steps. Je mélange le titre anglais et français. Hein. Fantastic Four, premier pas. Ouais. Pourquoi premier pas? Parce que c'est l'origin story, surtout les premiers pas des 4 fantastiques dans l'univers du MCU, dans la Terre 828. Hommage à un des créateurs qui est né un 28 août. 8-28 et commence à pleuvoir, c'est peut-être un signe. Peut-être que la surfeuse d'argent va marquer. Nous, c'est Galactus alors. Et c'est réalisé par quelqu'un qu'on connaît peu, Matt Shakman, qui a déjà fait, je crois, un long métrage, mais surtout plein de séries, notamment WandaVision. Okay. Et ça va peut-être être important à un moment dans le film. Et au scénario, on peut citer Jeff Friedman, qui est quand même le monsieur qui a co-écrit La Guerre des Mondes de Spielberg, et c'est pas n'importe quoi. Il a aussi fait Avatar 2. Voilà. Petit film, ouais. Hein. Et il y a Eric Pearson qui lui a beaucoup écrit dans le MCU, Thor Ragnarok notamment. Il a même fait Godzilla vs Kong. Et ça peut avoir une importance, tout ça. Guerre des mondes, Godzilla vs Kong, il y a peut-être des références dans le film un peu cachées. C'est produit par celui dont on ne cite pas le nom, hein, Kevin Feige. J'ai quand même cité son nom. Au casting, nous avons dans le rôle principal, les rôles principaux des 4 fantastiques quand même, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de lui. D'abord Pedro Pascal qui joue Reed Richards, ou Red Richards, comme dire, Monsieur Fantastique, Elastic Man, hein, voilà. Vanessa Kirby, son épouse, qui joue son épouse, la femme invisible, Susan Storm. Joseph Quinn, qui n'est plus le méchant dans Gladiator 2, mais qui joue Johnny Storm, le frère de Susan, et qui est la Torche Humaine. On n'oublie pas évidemment Ebon Moss-Backrack, alors souvent évidemment en capture motion parce qu'il joue The Thing, la chose. Ben Grimm, son nom. Qui jouait dans The Bear avant. Et il jouait dans The Bear et à un moment il fait la cuisine. Ouais. Comme dans The Bear. Il va y avoir beaucoup de références. C'est un film à référence, c'est un nid à référence. En même temps, c'est un divertissement blockbuster, n'est-ce pas? Bien sûr. Hein. Et l'antagoniste extraordinaire hein, qui fait peur parce qu'il est grand, très très grand. Galactus, c'est Ralph Ineson qui est un Britannique. Voilà. Julia Garner joue la surfeuse d'argent, parce que oui, c'est la surfeuse d'argent, et on sait pourquoi, et en effet, c'est pas forcément glorieux, mais voilà. L'homme taupe, hein. L'homme taupe, Harvey Alder, est joué par Paul Walter Hauser, que vous avez pu voir dans Richard Jewell, film de Clint Eastwood. On peut citer aussi des présences très rapides hein, de Natasha Lyonne qui joue Love Interest de la chose. Il y a cette dame qu'on voit souvent là, la chef du cabinet, la Future Foundation, qui est jouée par Sarah Nice. Et on va saluer à la voix de Herbie, le robot. Voilà, oui, parce qu'il a une voix, ce robot, Matthew Wood, voilà. Et enfin, la voix en question. Hein. Et il y en a un qui a été coupé au montage, c'est John Malkovich qui devait interpréter le fantôme rouge que l'on ne fait que mentionner au début. Comme c'est gênant de couper John Malkovich dans un film. Hein. C'est pas grave, parce que si vous connaissez John Malkovich, il est dans plusieurs univers des fois à la fois, comme dans La peau de John Malkovich de Spike Jonze, un film que je vous recommande. Et donc les 4 fantastiques, ici on va avoir leur origin story, hein, vite fait au début, ce qu'ils ont fait, ça c'est toute l'intro. 4 ans après leur début, ils vont devoir faire face à un incident domestique ou pas. Susan est enceinte, elle va donc avoir un enfant avec son mari Red. Et forcément Red il s'inquiète beaucoup, il est là en mode, il est scientifique mais il prévoit tout, jusqu'à des trucs dans les prises avec un moment en split screen, c'est très intéressant tout ça, c'est du pur cinéma. Et surtout une menace qui vient d'ailleurs en 2 temps. La surfeuse d'argent qui débarque là sur sa planche, qui ne fait pas partie de son corps, une blague qui revient dans le film. Et en fait c'est juste le héros, parce que c'est comme ça, enfin, la représentante si vous voulez, ou l'Andané, de Galactus, qui est un géant dévoreur de monde, qui vient dévorer la planète parce qu'il a faim, parce qu'il doit manger. Et voilà, des fois manger c'est une malédiction. Et du coup les 4 fantastiques vont devoir aller dans l'espace. Peut-être dans le futur, non, dans l'espace.
À un moment, j'ai cru que ça allait voyager dans le temps, quand même. Mais leur 1968 est dans le futur, techniquement. Alors, ça se passe en 1968, un 1968 alternatif où il y a des avancées technologiques qui ne sont pas dans notre monde. Grâce à Mister Fantastic, évidemment. Et du coup, ils vont aller dans l'espace, loin, 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 le plus loin possible, pour essayer d'arrêter Galactus et faire en sorte qu'ils ne viennent pas dévorer la Terre. Mais d'autres événements vont intervenir, qu'on développera plus dans la zone spoiler. Mais avant la zone spoiler, déjà, première chose, ton rapport aux 4 Fantastiques, c'était juste en comics ou tu avais vu les films? Parce qu'il y avait d'autres films avant que moi, j'ai pas vu. Hein, voilà. Alors moi, j'avais vu les films avant quand j'étais petit. Ouais. J'avais vu surtout le 4 Fantastiques 2. Donc, adaptation aussi d'à peu près la même histoire avec Galactus. Avec Surfeur d'argent. Ouais, j'en ai encore des souvenirs. Par exemple, la scène de course-poursuite entre la Torche et le Surfeur d'argent, ça, je m'en souviens encore. Bon, ça va revenir évidemment dans le film, voilà. Et j'avais vu le premier, évidemment, qui m'avait marqué par quelques scènes, notamment celle de Ben Grimm, on y reviendra plus tard. Et j'avais vu... le film des années 2010, je sais plus quelle année. C'est pas Josh Trank qui avait fait, celui qui avait fait Chronicles, un bon film de super-héros Chronicles d'ailleurs. Ça doit être celui-là. Ouais. Mais j'avais vu celui-là quand j'étais encore très petit, j'avais vu une seule fois. Qui m'a. Quand j'étais petit, j'avais bien aimé quoi. Voilà. Bon, aujourd'hui, je vois les images, c'est pas très bien. C'est vraiment pas très bien. Voilà, même pour les 2 films dont je parlais, c'est pas très bien. Mais j'étais petit, ça m'allait, tu vois. Et les comics, t'étais proche quand même? Non, pas trop. Moi, comics, j'étais plutôt DC avec Batman et tout ça, c'était plus attractif. Ou Superman qui est toujours à l'affiche et allez le voir bien sûr. Et justement, le problème, c'est que je pense que le problème de ce film, c'est que ah bah tiens, allez directement. Vas-y, moi je fais des transitions, c'est très bien. Alors attends, juste une petite parenthèse, j'ai lu 2 comics 4 Fantastiques récemment pour me mettre dans le premier, Origin Story, les premiers pas. Et l'édition 48 où il y a le Surfeur d'argent et Galactus, mais qui ne font qu'apparaître. Il y a même l'homme taupe. Donc finalement, voilà. Mais bon, à part ça, je connaissais de réputation, j'avais vu des images des films d'avant, mais sans les voir. Et donc j'allais là en mode curieux après tout. Enfin, surtout parce que tu es là. J'ai réussi à le ramener dans un film du MCU. Mais c'est bravo. En même temps, par contre, ce qui est intéressant et qu'on peut le dire, c'est que c'est un film qu'on peut voir sans avoir vu un autre film du MCU. Voilà, au moins. Voilà, mais au moins, voilà. C'est un univers à part, du coup, c'est déjà ça. C'est sympa. Pas besoin d'avoir vu des séries ou des autres films d'avant. Bon, après, évidemment, on parlera peut-être des choses en post-générique, mais ça, c'est autre chose. C'était surtout le défaut de ça sur le film, quoi. Voilà. Et du coup, qu'as-tu pensé globalement de ce film, avant qu'on rentre dans des détails qui risquent d'être houleux par moment? Ou pas houleux, je sais pas. Est-ce que... J'ai senti souffler à 2-3 reprises. Alors, cette année, on a eu 3 films Marvel. Alors, oui. On a eu Captain America 4, qui est une merde infâme. Pas vu, forcément, du coup. On a eu Thunderbolt, qui est un petit peu mieux, mais c'est genre, la diarrhée, c'est mieux que le cancer, quoi. Ah ouais, là tu y vas franco. Et là, du coup, en termes de diarrhée-cancer, tu le situes où? Bah là, c'est une bonne chiasse. Ah, c'est moins désagréable qu'une diarrhée. Enfin, c'est à peu près... En fait, Thunderbolt, j'avais trouvé sympatoche. C'est un bon divertissement, quoi. Ou alors, on peut dire même un honnête divertissement, comme le dirait notre cher ami. Honnête, c'est quand même fait par Marvel, quoi. Mais donc c'est pas très honnête, peut-être. Par le MCU, précision. C'est pas l'honnêteté, hein. Mais ça va, Thunderbolt, c'était sympa. C'était vraiment pas bien. Mais c'est un film, tu peux passer devant. Tu passes pas un moment désagréable comme l'était le Captain America 4, en fait. Et là, alors Bah là, je trouve, c'est au même niveau. D'accord. C'est toujours pas très bien. C'est vraiment pas bien même. Parce que c'est un film qui raconte pas grand chose. Qui raconte quasiment rien. Qui a énormément de problèmes au niveau de ce qu'il raconte. Au niveau de son histoire propre. Et d'ailleurs, à un moment, je t'ai soufflé le vrai problème du film. Qui, quand on s'en rend compte, on se dit bon, quand même, on se fout un peu de notre gueule. Vas-y, resitue du coup, selon toi, je sais pas si ça rentre en spoiler. Ah ouais, on va peut-être... voilà, c'est pour ça. Ouais, mais en fait, c'est toi qui me l'avais dit, je pense qu'on peut rebondir là-dessus. C'est que le film débute dans une mise en place qui est très sitcom, c'est-à-dire que après donc une grosse introduction, que je pense que je vais y revenir aussi parce que j'ai fait, à la fin du film, vraiment, j'ai fait une remarque qui est toujours en résonance chez moi, mais après cette grosse introduction de qu'est-ce qui s'est passé 4 ans après pendant les 4 ans entre le début des 4 Fantastiques et le début du film, on a une introduction sur cette vie familiale et du coup cette découverte de Sue Storm qui est enceinte.
Et en fait, c'est très sitcom. C'est WandaVision. Oui, voilà. Sauf que on a tout cet univers des années 60 qui fait très sitcom, donc, qui est très esthétique, etc. Mais on a une mise en scène du MCU. Du coup, on n'a pas de mise en scène, c'est voilà. ça que tu es en train de dire. Enfin, du coup, on a des éléments visuels, comme le robot par exemple, qui fait très années 60, etc. Même si c'est un robot, bon, voilà. Ah, c'est un robot, c'est robot cyberpunk. Voilà, c'est R2PO. C'est R2PO, c'est le mélange de R2D2 et C3PO. C'est Big Bug. De Jean-Pierre Jeunet. C'est pas forcément la meilleure des références qu'on puisse faire, mais... Voilà. Tu me comprends. C'est vrai. C'est très... C'est Wall-E. Il ressemble un petit peu à Wall-E aussi, voilà. C'est très orienté vers ce qu'avait proposé Jeunet avec Big Bug. Mais il n'y avait pas la... Bon, comme dans le Jeunet, franchement, il n'y avait pas la mise en scène qui suit et qui nous fait apprécier à sa justesse cet univers, ses couleurs. Parce que le MCU, ça n'a pas de couleur. Ça va trop vite. Enfin, j'allais dire que ça va trop vite. C'est particulier. On a dans cette introduction, alors pareil que toi, hein, je vais rebondir sur mon avis général. J'ai pas passé un mauvais moment. Puis bon, j'étais en bonne compagnie, donc c'est toujours agréable de voir un film comme ça. Voilà, ça va. Un moment spécial. On se souviendra plus des à côté du film que du film en lui-même. Non, mais plus sérieusement, pas pour ça que le film va être meilleur ou moins bon d'ailleurs en soi, c'est que on rentre dedans assez facilement. Et pour cause, le film, c'est pas qu'il te tient la main, il te tire. Il te tire façon Monsieur Élastique dans son univers. Ce que j'ai trouvé un peu à la fois, alors c'est terrible parce qu'au début j'étais là, c'est à la fois un peu malin et pénible. Dans le sens où bam 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 bam, origin story, ils sont allés dans les étoiles, machin, tout ça, avec un discours de Richards qui fait un peu de discours de Kennedy. Bon, c'est forcément, c'est les États-Unis. Il n'y avait peut-être pas Kennedy dans cet univers, mais en tout cas, voilà. La conquête de l'ultime frontière, etc. Ce qui, d'ailleurs, à l'époque de la construction des comics, c'était ça. C'était un truc où il fallait être les premiers. Moi, j'ai lu ça dans le premier comics. Je t'avais envoyé la photo, d'ailleurs. Ah, il faut le faire avant les communistes. Bon, voilà, il n'y a pas de communistes. Mais il y a quand même sur leur vaisseau un petit United States, quoi. Ah, mais les USA sont partout. Ça, et c'est ça qui est d'ailleurs, c'est un film qui va pas dans le patriotisme, mais qui est très américain. Un petit coucou un moment avec les Nations Unies, notamment la Latvérie. On reviendra sur ce pays imaginaire. On fait un gros focus dessus en mode clin d'œil, il va peut-être y avoir quelque chose autour. Peut-être, je ne sais pas. Mais sinon, voilà, on te balance. Alors c'est trop rapide. On fait avec l'homme, enfin tout de, je sais pas, le fantôme rouge avec ses singes, machin. D'ailleurs, c'est là où il devait y avoir John Malkovich, je pense. Peut-être que le film aurait fait 20 minutes de plus, où il y aurait une introduction où on aurait vu un combat contre l'homme singe. Parce que c'était un résumé. Le fantôme rouge. On aurait juste eu un caméo, quoi. Ouais, mais il a pas voulu, peut-être. Ou alors il a été coupé au montage. Et à la place de voir John Malkovich, on voit Red Richards taper un singe. Et il a été coupé au montage, en plus. Ouais, il a été coupé. Alors, c'est pas sympa pour John Malkovich. Ou alors, à la fin, il s'est dit non, je veux pas être dans ce truc. Voilà. Il y a ça, et puis après, bon. Le problème, c'est que pouf, ça retombe. Il y a un problème de rythme et d'enchaînement en fait au début, même si c'est pas forcément idiot le côté sitcom familial, mais ça tranche trop. Et on commence à rentrer dans les soucis d'un film qui est peut-être moins basé sur l'humour relou que d'autres films du MCU dont j'avais, mais des fois il y va sur 2-3 répliques. Et alors sur l'humour, ça passe moyen. Il y a même des relents un petit peu bizarres quand même sur les personnages féminins. Ouais. Un exemple. Et, alors je sais pas, c'est à cause de la VF peut-être. Alors je ne sais pas. Parce non, c'est aussi dans la VO. Ok, c'est aussi dans le trailer VO. Parce que dans l'idée qu'à un moment, elle va être enceinte. Et t'as Johnny Storm qui arrive et dit pourquoi tu es en retard? Oui, elle est en retard. Et elle, du coup, elle fait comment tu sais? T'es en retard, oui, parce qu'elle n'a pas eu. Bon, non, mais sur le moment, j'ai trouvé ça. J'étais là en mode, j'ai bien compris ce que j'ai compris. Et à moins qu'on ait l'esprit dépassé. Mais bon, là, sûrement. Mais non, mais sérieusement, il y a ça. On va pas parler après d'autres trucs, notamment Johnny Storm. J'imagine que ça a dû être développé dans certains comics. C'est-à-dire qu'il a un peu, il redescend dans une sorte d'âme d'adolescent avec ses hormones de torche et la testostérone qui brûle, quoi. Ouais. Et on va faire ça comme ça. C'est le mascu, quoi. C'est un peu l'incel de cet univers. Ouais. Un peu, ça donne l'impression. Surtout avec sa relation avec un personnage que d'ailleurs j'avais appris via des teasers américains. Sur Twitter. Et justement, j'avais dit sur notre groupe Alcetti, les gars, en fait, si ce choix-là était fait, c'est pour ça.
Et c'est problématique. LCT, c'est la 7ème illusion. Ouais. Mais c'est vrai qu'on va revenir là-dessus parce que moi je pensais, ah bon, Surfers Argent, il y a eu des versions. Voilà, il y a eu des versions dans certains comics. Oui, bon. Mais là, c'est pas pour une visée féministe. Hein. Non. On parlera de ça après avec le personnage aussi de Suzanne, évidemment, parce que c'est entre les deux. Mais donc il y a cette idée, on installe, c'est pas idiot, hein, le père qui a un peu peur, parce que bah, c'est Richards, quoi, il est en mode... il est très... C'est l'américain un petit peu parano, d'ailleurs. C'est un petit peu cette idée de l'américain qui veut tout calculer et tout. L'homme parfait, le daddy cool peut-être, qui va devenir pas si cool que ça. Et d'ailleurs, c'est là où le film commence à vouloir se dire, tiens, je vais faire ma mise en scène. Mais bon, il y a une scène avec des split screens qui veut un petit peu rejouer les comics ou l'ambiance de l'époque, où il met des trucs pour cacher les prises et pour protéger les meubles et tout de l'enfant. Et là, j'étais en train, à un moment, je fais ça à côté, hein, je dis, mais ça sert à rien. C'est-à-dire que tu as une belle mise en scène sur le moment, mais elle raconte rien en fait. C'est gratuit. Et en fait, le film va être comme ça, entre références, moment sympa, il va y avoir des bonnes scènes d'action, il y a du travail, les effets spéciaux sont peut-être moins moches que d'habitude. Non, en fait, il y a beaucoup de plans qui étaient pas mal. Il y a des plans dans l'espace, il faudra qu'on y revienne, qui m'ont bien plu. Pour le coup, là, il y a eu un travail avec des références, bien sûr aussi. Bon. Mais voilà, et le film, il va jouer là-dessus. Il va avoir un rythme bizarre, où on veut à la fois jouer le cercle familial des quatre, et les scènes d'action, et de voir comment cette famille s'insère dans cette population. Des héros, moins des héros, dilemmes, etc. Notion de sacrifice, on y reviendra, bien sûr, bien sûr. La routine habituelle, quoi. En fait, finalement, on se retrouve à la fin avec un film de super-héros, je vais dire lambda, oui, qui dénoue des trucs qu'on a déjà vus 1000 fois et qui tricote ça moins bien que peut-être d'autres films. Et bien surtout, j'avais parlé de Superman, on vient de voir un film engagé politiquement, qui parle vraiment de son personnage en tant que super-héros, de comment il doit agir, avec une évolution. Là, il n'est pas engagé politiquement. Enfin, s'il est engagé politiquement, il est dans un conservatisme américain. Voilà. Et là, on a un film qui est vide, qui raconte rien. Mais c'est surtout qu'en nous replongeant dans cette Amérique des années 60, alors certes, terre alternative, mais c'est quand même l'Amérique des années 60, on est... Alors, c'est bizarre parce que on est dans un univers où cette Amérique se cherche avec de la nouvelle technologie et tout, l'exploration des nouvelles frontières, machin. Mais du coup, on fait complètement table rase d'éventuels problèmes de guerre froide. Hein. Pourtant, les comics, ils jouent un peu dessus. On va dire que c'est parce que ça a été résolu dès le début par les 4 Fantastiques. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est très pauvre dans le contexte. J'ai envie de dire que c'est très pauvre sur les humains autour, à part quelques moments de foule. Alors que la Terre est menacée. Où ils sont pas contents. Et puis alors, c'est très américano-centré. Ouais. À part quelques scènes à un moment, alors sans rentrer dans les détails, où on peut voir d'autres pays. Et encore, c'est très américano-centré, hein, parce que ça vient des Américains. C'est ça, c'est du point de vue. Tout le monde. C'est du exactement. Et c'est là où j'ai pensé à La Guerre des Mondes aussi, parce que à d'autres films de science-fiction, pas La Guerre des Mondes, où on est toujours très centré sur les États-Unis, mais parfois on voit des monuments étrangers pour représenter les autres pays. C'est-à-dire que la France, c'est la Tour Eiffel. Hein. C'est sûr, c'est obligatoire. Et quand bien même il y a un drame qui doit se jouer, il faut qu'il y ait la Tour Eiffel à côté. Ça ne sera pas au milieu de la Creuse, hein, sinon... Tous les fascistes d'extrême droite qui se disent « Ah non, il y a nos copains françaises et tout ça qui sont en PLS devant le film. » Non, mais c'est voilà, encore ces bobos de Parisiens, c'est ça. Mais après, il y a ce déroulement, alors c'est très classique, j'ai envie de dire que dans la progression, c'est plutôt pas mal. C'est même bien en fait. Mais est-ce que le film prend le moindre risque? Non. Visuellement, il y a des belles choses quand on va ailleurs. Oui, visuellement, il y a des trucs. Mais il n'y a pas de cinéma. En fait, c'est des compilations de beaux plans et de belles scènes, mais il n'y a pas une réflexion globale sur le plan cinématographique. C'est exactement ce qu'on ressent dans la plupart des films du MCU. Il y en a un qui a fait exception, finalement, c'est James Gunn. Oui. Et un autre, et là, je sais que tu ne seras pas d'accord. Mais certains peuvent être d'accord avec moi. Taika Waititi aussi. Oui, bah, je suis d'accord. Ah, d'accord, t'es d'accord. Je l'ai défendu sur Twitter. Bah, bon, ça va. Parce que je disais que c'était le seul mec qui avait des idées visuelles. Ouais. Même dans Thor 4, il y a des scènes en noir et blanc, il y a des scènes avec. Et qui racontaient quelque chose. Ouais. Voilà. Mais Thor 3, c'est un des meilleurs films du MCU en plus. Mais moi, je pensais plutôt à Thor 4, hein, Love and Thunder. Ouais, mais. Qui allait quand même très loin aussi. Taika Waititi, je suis
suis désolé, mais il y a eu un lavage de cerveau autour de lui. Hein. Ouais, mais bon, après, c'est un autre débat, ça sera un débat intéressant à développer un jour. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on n'a pas un peintre derrière la caméra, mais il digère bien ses références. En fait, il ne fait que reproduire des choses qu'il a peut-être bien vues ailleurs, quoi. Ça a l'air d'être un bon faiseur, le monsieur. Mais déjà, alors dans WandaVision, il y avait des moments sympas, hein. Tu l'as pas vu, toi, la série? Voilà, bon. J'avais juste vu quelques images de ce côté sitcom, etc. C'était bien géré. Bah, dans l'intrigue, ça rentrait super bien. Surtout cette idée de huis clos. Bon, voilà, hein, on va pas en dire plus. De Truman Show, si on veut. Bon, je reste vague, hein, c'est pas tout à fait ça, mais voilà. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais dans cette idée qu'au moins, là, il a l'air de poser ses univers, parce que c'est un film qui a plusieurs univers. Il y a celui de la Terre. Côté rétro-futuriste qui est pas trop mal. J'aurais aimé en voir plus, à part les pubs de l'époque. Ouais, mais justement, les écrans de télé à un moment qui apparaissent. Avec une mise en scène axée là-dessus, ça aurait été coup de chien. C'est ça, c'est un peu dommage que les décors ne soient pas assez intégrés sur la Terre, sur cette idée. On voit les trucs avec le show de Ted Gilbert, là, joué par Mark Gatiss, je suis pas sûr qu'on l'avait dit dans le casting, celui-là on l'a peut-être oublié, mais c'est pas grave. C'est intéressant, ça nous... Mais en fait, c'est juste là pour nous faire du blabla. C'est vrai que le film a beaucoup de blabla aussi. Il a du mal à exposer autrement que le blabla. Alors vous allez me dire, oui, mais dans Superman, il y a la scène de 12 minutes. Oui, mais elle est beaucoup mieux gérée dans les intentions et dans la psychologie. Oui, elle est beaucoup plus intéressante puisqu'on questionne les actions de Superman géopolitiquement. On questionne, est-ce que le mec qui veut sauver tout le monde peut sauver tout le monde? Là, c'est du blabla constant toujours pour expliquer ce qui devrait être compréhensible à l'écran. C'est pour ça que je dis que c'est pas, pas du cinéma. On peut lire ça en fait. Ce qui est terrible d'ailleurs, c'est que cette scène d'introduction est à la fois maligne, donc dans l'idée de nous montrer ce qu'ils ont fait, mais bancale parce que tu as cette voix off qui t'explique tout. Mais justement, je t'expliquais que en fait, j'avais l'impression que ce film-là est une suite. Alors c'est ça, tu as l'impression qu'il y a eu au moins une série télé avant. On aurait pu imaginer une mini-série et voilà. C'est du coup, on se dit, bon, on arrive là-dedans. On a vu plein de trucs intéressants. Et justement, lorsqu'on compare, moi je me souviens encore de scènes là-dessus avec le premier film 4 Fantastiques des années 2000. Surtout avec Ben Grimm, qui là n'est pas du tout développé, il ne sert à rien. Oh, ça c'est un gros point. La chose est très peu exploitée. Il sert juste à des blagues et à piloter le vaisseau. Et à avoir un moment, il rencontre une institutrice. Bah, scène ridiculement inutile. Si t'avais pas besoin, vu comment tu l'intègres et tu l'exploites dans le film, ça ne sert à rien. C'est long et gênant. Et moi je pense en fait que ça c'est terrible, hein. C'est une défaite sur ce personnage. Parce que là il n'y a pas de spoiler, hein. C'est vers le premier tiers du film, il rencontre une institutrice, tout ça. Ils ont mis ça parce que sinon ils n'avaient rien d'autre à raconter. Bah oui, et encore ils le racontent pas. Par exemple, dans le premier 4 Fantastiques, on montrait que il était déjà marié avant la mission et qu'après la mission, donc il s'est transformé en caillou. Et qu'il a perdu sa femme, etc., qu'il peut même pas ramasser son anneau de mariage. C'est dramatique à souhait. Ah non, mais le film cherche pas trop là. Si, à un moment, il y a un petit truc quand même. Mais ce qui est terrible d'ailleurs, c'est qu'il est, il est réduit à quelques punchlines et encore bof avec sa réplique. Alors, heureusement que je la connais en VO, hein. It's Clubbering Time, je crois que c'est. Je sais pas. Enfin, c'est un truc comme ça. Ou Clubbing Time, je ne sais plus, l'un des deux. Et là, c'est. Ça va chauffer. Du coup, c'est un peu malaisant en français. Surtout que c'est nul parce que celui qui devrait dire ça va chauffer, c'est la torche humaine. Et tu sais que dès les premières minutes, hors de ce flashback récapitulatif de toutes ces histoires-là, il y a un dialogue entre Red Richards, parce que oui, je l'appelle Red, pas comme en français, c'est moche, voilà. Et Sue Storm, où justement ils utilisent un vocabulaire. J'ai vraiment. En fait, il y a ce truc dans le dialogue qui fait que c'est trop. C'est pas adapté au personnage, c'est pas adapté au temps où on le regarde en fait. Et c'est pas stylistique, c'est juste rushé et du coup tu mets des mots qui sont pas adaptés au dialogue et du coup tu le ressens, tu fais ah. C'est pas ça va pas avec peut-être c'est la VF. La rudeur. Et pas peut-être c'est pas avec le ton familial en fait. Je trouve que la VF elle manque d'envergure. De toute façon ça c'est un débat qu'on pourrait avoir. Le trailer était pire. Mais bon les VF c'est sûr que c'était peut-être un petit peu mieux avant. C'était fait avec plus de cœur avant. Aujourd'hui on rush. Ouais. Voilà. Mais bon ça c'est un autre débat. Encore. Des fois mais souvent même il y a des très bonnes VF.
Bah on peut oui, dire, il y a mais des là, VF, là c'était. mais là, non. Non. Il n'y a pas eu. C'est parce que souvent avec le MCU, j'ai un peu l'impression que souvent les VF sont rushés. Ouais. Parce qu'ils doivent avoir Ça doit être Marvel aussi. Et puis non, mais ils doivent avoir le résultat final très très Ouais, tard et donc pour pas qu'il y ait de spoil et du coup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films Marvel qui sont décalés, je pense, parce qu'ils ont des problèmes de planning et ça empathie sur la VF qui du coup doit faire avec le temps qu'ils ont et voilà. Par exemple, j'avais vu le premier trailer en VF, je fais oh mais il y avait une réplique de Johnny Storm avec ouais, t'es complètement largué. Il était hors c'était mal écrit, mal joué, mal placé. C'était catastrophique. Et j'ai encore un petit peu entendu là. Ce qui fait que je me dis, bon, ils ont dû, dans la bande-annonce, ils ont dû le rusher le truc. Du coup, ils ont mis ça. Mais dans le film, ils l'ont un peu plus travaillé. Mais ça donne toujours un truc de merde. C'est pas adapté en fait au langage français. Bon, après, vous nous direz si en VO ça sonne mieux et tout, en tout cas, tout ça. Et bon, la gestion des espaces, tout ça, on reviendra aussi sur la zone spoiler, sur d'autres espaces qui vont être. Où on va devoir jouer sur les échelles, mais oui, vous connaissez Galactus quand même. Ça, il va y avoir un truc à dire là-dessus. La surfeuse d'argent, c'est marrant parce que quand elle apparaît, en plus on essaie de la filmer de dos d'abord. Moi, pour le moment, j'ai pensé à Mystique des X-Men. Alors, je sais pas parce qu'elle a même coupe de. Parce qu'elle est toute nue, c'est ça que tu dis? Pas toute nue, elle a un truc en polystyrène. Hein, c'est précisé parce que. Mais dis donc, tu serais pas un peu comme Johnny Storm à avoir une vision trop. Non, j'analyse ce que tu dis. Non, mais c'est ce que dit Johnny Storm. Ouais. En plus, elle est toute nue. Ouais. Ah oui, parce qu'avec sa testostérone de la torche, là, forcément. Ouais, c'est de là que viennent les pires répliques du film. Alors, ouais, là, il y a des trucs qui sont à deux doigts du. Ça verse vers un peu le. Pas le sexisme, mais comme le personnage est. Bah, de la maladresse. Et c'est juste. En fait, c'est là où vraiment je me dis, ouais, le choix de mettre une surfeuse d'argent femme. C'est pas bon. Ça vient juste pour faire une fausse romance de merde. Ouais, mais sans. C'est pas pour vraiment faire un truc un peu plus politique. Putain, on la voit arriver de loin en plus. Hein. C'est avec des gros sabots. C'est super annoncé de loin. C'est zéro subtilité. Ouais. Mais c'est voulu. C'est parce qu'ils ont voulu écrire un personnage sans subtilité, Johnny Storm. Voilà. Bon. C'est pareil pour tous les autres. Et donc, dans toutes ces idées et tout, à droite, à gauche. Bon, les scènes dans l'espace, on développera après, mais il y a quand même des influences d'un de tes films préférés à la vie, 2001 Odyssée de l'espace. Et voir ça là-dedans, vas-y. Mon pauvre, j'étais là en mode, c'est quand même un de tes films cultes, parce que maintenant des films. C'est mon film préféré. Oui, mais bon, t'en as 8000 de films préférés de films. Mais 2001, ça aura toujours une place spéciale pour moi. Ah, c'est comme moi avec Jurassic Park, quoi, je comprends l'idée. Mais bon, autre chose avant d'aller dans la zone spoiler, la musique de Michael Giacchino, il y a des bonnes choses. J'aime bien. Il y a des bonnes choses. Alors, par contre, des fois, elle est trop utilisée. Ouais. Dire qu'à un moment, je t'ai fait la remarque, il y a une scène de discussion entre père et fils, hein, je crois, comme ça. Ouais. Et t'as une musique pseudo-épique derrière. Mais fais tes silences dans le film un peu. Ouais. Apprends à gérer des moments un peu d'intimité comme ça en silence. Surtout qu'il n'y a pas d'autres moments touchants avec les parents et le fils, quoi. C'est juste un MacGuffin scénaristique. Non, mais c'est surtout. Oui, bah parce que en fait, c'est un thème visiblement qui fait connexion avec d'autres choses. On joue là-dessus. Mais Michael Giacchino a fait pire. J'ai regardé récemment, il a fait un peu moins de compositions ces 2-3 dernières années, alors qu'il en avait fait beaucoup avant. Ça lui a peut-être fait du bien cette pause. Oui, parce qu'à un moment il était surutilisé. Oui. Mais il y a des bons thèmes, hein. Le thème Fantastic Four est sympa. Il y a, je crois que thème plus ou moins Galactus Silver Surfer aussi qui colle bien. Donc c'est fort sympathique. On passera sur la chanson country d'une chanteuse lambda enfin, en RSS. Oh là là. Et on a réussi à la retenir un peu. Non. Studio version, c'était marqué sur Shazam. On est resté pour dans la scène post-crédit dans la musique country, on peut. Bah, country pop très soft quand même. On entend ça dans un film rétro-futuriste des années 60. Bon, ouais, mais c'est un film très américain. Voilà, un peu comme ça. Mais ça, c'est la vraie musique américaine. C'est pas comme le rap là. Hein. Toi qui adore ça. Et très bien le nouveau Tyler the Creator. On vous le conseille. Mais sinon, à part la photographie, malheureusement, c'est inégal. Ouais, c'est ce que je disais. Inégal. Il y a des scènes belles, mais majoritairement c'est du Marvel. Puis ça ne veut pas chercher à raconter grand chose non plus sur ces choix-là, comme les split screens qu'on peut avoir, à part rendre hommage aux vignettes et aux cases et des comics. Mais maintenant, ce qu'on va vous proposer ici, après une mini coupure, c'est d'entrer tout doucement dans la zone spoiler. Et on revient tout de suite. Bienvenue dans la zone spoiler donc de ce 4 fantastique. Et la première chose que nous devons spoiler quand même, c'est, alors avant ça, parce qu'il y a un petit truc, la serveuse, ça commence bien, la surfeuse d'argent. C'est pas comme ça. Et ben alors c'est l'âme damnée, je disais tout à l'heure, de Galactus,
J'ai bien aimé son origin story, mais le problème c'est que, allez hop, avec des images de flashback surtout. Voilà. Ouais, je trouvais ça trop forcé, moi. C'est parce que c'est pas développé, mais l'idée est bonne. Ouais, mais... alors, raconte-nous qui est alors cette dame, ce qui s'appelle Shalabal. Donc, elle devient serveuse, héros de Galactus, après que sa planète soit menacée par lui. Ouais. Et du coup, c'est une mère de famille qui décide de se sacrifier elle-même pour sauver sa planète. Et sa famille, du coup. Voilà. Ok. C'est un beau sacrifice, c'est scientifique en plus, voilà. Oui. C'est l'équivalent de Richards, quoi. Pourquoi pas. Voilà, mais le problème, je trouve, c'est que on le raconte par la voix, on le raconte par les images. C'est exactement le même problème qu'au début. C'est le même problème qu'au début, c'est qu'on a des belles images en fond, là, sur cette plage, qui va rappeler des films. Hein. Un peu Interstellar. Oh, ça le bête. Interstellar n'est jamais loin. Bah, de toute façon, film dans l'espace, c'est pas difficile. À un moment, je pensais à Star Wars 2001 et Interstellar, tout y est passé. D'Interstellar, justement, avec les vaisseaux, etc. Et le trou noir à un moment. Ouais. Mais du coup, oui, le problème, c'est que c'est trop rapide. Tu nous fais une origin story comme ça et tout. Essaye d'étirer et d'aller autrement que dans cette narration, à la fois visuelle avec une voix off. Je dirais même plus, c'est que tout le film est trop rapide. Ouais. Le climax, mais il passe à une vitesse. Alors ça, il faut qu'on en parle après. Mais du coup, cette âme damnée qui intègre dans le film la notion de sacrifice. Alors le sacrifice, après... c'est là où on est dans l'américanisme aussi, cette idée de se sacrifier. Et dans l'idée, ce sont quand même 4 super-héros américains qui vont peut-être se sacrifier, ou sacrifier, ou pas, c'est là où on va y revenir, pour le monde. Et donc l'idée, c'est que Galactus, alors ils vont voir Galactus, limite ils vont lui serrer la main dans son antre. Alors, moi j'étais là en mode... bon, ouais. Je me dis pourquoi pas. Salut, allez, ça va être intelligent du coup. On se fait un petit apéro, je sais pas quoi. Bon, ils vont dans l'antre de Galactus qui vient de bouffer une planète, quoi, en gros. Et ils y vont presque à l'autre bout de l'univers, ou pas loin. Alors c'est là où, moi je veux bien, hein, à part si tu es fan, tout ça, il manque une grosse contextualisation aussi, c'est la technologie utilisée. Ils sont dans leur vaisseau, le Excelsior, je crois. Ouais, des références à Stanley. Hein. Bon, bah oui, mais surtout... qu'on apprend, il va plus vite que la lumière. Ok, d'accord, moi je veux bien, hein. Mais d'où ça sort, ça? Alors, bien sûr... parce qu'il est très intelligent. Ouais, mais bon, on est quand même dans les années 60 de ce pays. Alors, je veux bien, de ce monde. Alors, un monde qui est très en avance. Il y a même des DeLorean volantes. À un moment, j'ai pensé au doc, hein. Dire, vers le futur, là où on va, on n'a pas besoin de route. Film de 2015. Quoi, 2015 hein? Bah, les voitures volantes de 2015. Ah oui, c'est vrai, dans Retour vers le futur 2. Tu maîtrises pas ta ref. Le pire, c'est que c'est une de mes vidéos précédentes sur ma chaîne. J'ai pas fait exprès. Mais plus sérieusement et plus sincèrement, là, cette idée de balancer des trucs hyper technologiques, ça va. Alors, pour moi, là, ça fait super, en gros, facilité de scénario ultime. Alors, on s'en fout du scénario, tu vas me dire, mais dans la façon dont c'est raconté, c'est on va plus vite, on accélère. C'est admis, il y a une technologie qui va nous permettre d'aller à l'autre bout de l'univers très vite. Alors, ils ont un mois, hein, ils partent un mois. Donc ils vont voir Galactus. Très bonne idée. Non, on vient parler. Ils ont quand même du bol que Galactus, ils disent pas, mais j'en ai rien à fiche de vous, je vous écrase comme des fourmis. Il est quand même pas si méchant que ça, ce dévoreur de monde. Il les écoute, il est... Et quand même... il est plus humain que certains politiciens français. C'est pas faux. Mais ce qui est terrible, ça, c'est que c'est très mal écrit ce passage en fait. Parce que c'est juste l'excuse pour nous. Alors, juste avant, enfin, juste après du coup, mais parce qu'elle est enceinte, on le sait, d'un petit qui s'appellera Franklin. Franklin quand même, Franklin Delano Roosevelt ou comme Benjamin Franklin. Comme très américain. La tortue. Franklin la tortue, c'est peut-être moins. Mais bon, c'est dans cette idée. Justement, le cas fantastique, on peut penser aux Tortues Ninja. Franklin la tortue. Remarque, c'est vrai qu'à un certain moment, il y a pas mal des mutants. C'est pas l'homme taupe non plus, mais bon, parce qu'il y a l'homme taupe, c'est vrai qu'il sert à rien hein, dans le film. Ah si, il va servir à la fin. Ouais. Il va servir autant que l'institutrice. Il va servir tous les humains de partir de New York pour que Galactus. Bon, il fait pas tellement de dégâts en soi. Ouais, dans le subterranéen, voilà, monde souterrain. Mais donc pour revenir, voilà, donc elle est enceinte et Galactus perçoit dans le ventre de Suzanne cet enfant qu'il veut. Il veut cet enfant. Voilà, c'est son obsession. C'est un peu comme dans Ghostbusters 2, Vigo de Carpathia qui veut... non, le pire, c'est que ça y ressemble. Le méchant qui veut l'enfant pour en faire son héritier. Ok, super. Mais là, alors... il y a ça, c'est très mal barré parce que du coup, tu comprends pourquoi il va pas les tuer. Mais en fait, eux, ils ne savent pas, les 4 fantastiques, qu'il allait être gentil par rapport à ça. Donc, ils vont dans la gueule du loup. Ils auraient pu se faire écrabouiller, quoi. Bon, passons, ils ont de la chance. C'est un film de super-héros. Faut pas trop chercher plus loin. Mais là, c'est ça le problème. C'est que le MCU, ici, à travers ce film, nous dit
posez vos cerveaux, n'allez pas trop chercher loin. Alors que... Mais voilà, alors qu'on a eu un film récemment où c'était pas pareil. On va pas le reciter, mais bon, ça commence par un S, ça finit par Superman. Ouais, voilà. Voilà. Et du coup, Galactus veut ce gamin parce qu'il a la malédiction de son pouvoir. On apprend qu'il existe depuis des milliards d'années avant même la création de l'univers. Alors ça, d'accord, je veux bien, ça peut être intéressant d'imaginer la cosmogonie globale, que ce serait un dieu, quoi. Hein. Bon, j'aime bien, moi, cette idée. Bon, à voir comment ça peut être développé, comme d'ailleurs Thanos avant, hein. Bon, pas tout à fait pareil, mais on peut imaginer. Et donc, il veut cet enfant pour le sauver de sa malédiction et en gros se faire remplacer sur le trône pour qu'il n'ait plus à dévorer les planètes. Qu'il redevienne une bonne retraite. Voilà. Parce que c'est vrai que pour lui, c'est une malédiction. Il est devenu hyper géant. Il est aussi grand qu'une planète, presque à l'intérieur d'une planète 13% plus grande que la Terre. À un moment, c'est dit, hein, 13%. Là, c'est la planète qui bouffe. Oui, oui. Mais il est au sens. Il est dans son vaisseau normal. Hein. Voilà, mais il bouffe une planète en 2-2 comme ça, plus grande que la Terre. Et donc, il a faim, et comme il a faim, il est obligé de manger des mondes. Il n'a pas de chance, quoi. Bon. Et l'idée, c'est qu'ils veulent espérer qu'il épargne la Terre. Mais bon, lui, il n'a pas que ça à faire, il a faim. Il faut qu'il mange. C'est comme si vous, par exemple, vous demandez de sauter 2 repas pour épargner. Non. Ça dépend quand. Voilà, mais l'idée, elle est là. Et c'est que, du coup, il veut cet enfant. Et bizarrement, les Richards, avant, ils se sont dit, mais enfin, Susan Storm et les Richards, non, il est normal, notre gamin. Ils ont fait tous les tests. Mais... Et alors, ils reviennent sur Terre en mode, oh ben non, hein, on n'a pas gagné, hein, on a eu un sursis, on a parlé, parce que de toute façon, pour sauver notre planète, et pourquoi ils le disent, ils sont bêtes de dire ça à la population, mais bon, ils voulaient notre enfant. Et là, évidemment, la populace, parce que malheureusement, là, dans ce film, contrairement à Superman, les humains nous sont montrés comme une populace, qui réfléchit pas plus que ça, qui sont des lambda, et ils disent, bah, on s'en fout de votre gamin. Et du coup, les 4 Fantastiques vont devenir des zéros, des gens détestés. Et ça, c'est trop rapide. Jusqu'à un moment où, justement, elle dit, non, mais vous comprenez pas, c'est notre enfant. Ouais, mais... notre communisme. C'est notre enfant à tous. Oui, l'idée de la communauté. Mais le problème, c'est que... C'est mal écrit, c'est mal géré. On a une planète à sauver, on peut sacrifier une personne sur des milliards. Mais bien sûr que malheureusement, dans un cas réel, c'est ce que tout le monde ferait. Désolé, le bébé, je le jette comme ça. Désolé. C'est que limite, j'ai envie de dire, le bébé, limite, tu le mets dans un four à micro-ondes comme dans The Flash. Que des grands films de super-héros qu'on cite depuis tout à l'heure. Hein. T'as la ref. Hein. Ah, bien sûr. Mais on n'aimerait pas l'avoir, cette ref, quand même. Mais du coup, c'est mal géré, cette histoire de la population va détester, mais alors vite fait, forcément, les Fantastic Four. On n'a pas de... Et puis, on n'a pas de répercussions derrière. Non, après, ils sont dans leur huis clos. Et ils réfléchissent avec Richards qui fait ses équations. Ils sont détestés pendant 2 minutes, après, oh, vous êtes d'or. Bref, pas tout à fait ça, c'est surtout qu'on s'intéresse plus aux humains. Ouais, voilà. Puis après, ils ont un plan. Ce plan qui sort complètement de nulle part aussi. C'est Bah en fait, ils sont pas tellement... On le présente rapidement au début parce que Red fait une expérience dans son labo où il téléporte un œuf. Cool. Oui, mais bon. Parce qu'il s'ennuie. Tu connais l'expression qui vole un bœuf, vole un œuf. Non, qui vole un œuf, vole un bœuf. Mais qui télétransporte un œuf, télétransporte la Terre. C'est le message. Parce que mange un œuf, broie un bœuf. Non, qui vole un œuf, vole un bœuf. Et du coup, l'œuf c'est la Terre, et il a l'idée, énergétiquement compliquée quand même, hein, on va avoir besoin de plutonium, bah oui c'est la guerre froide, après tout pourquoi pas, c'est que en mettant des relais partout dans le monde, voilà, du coup la guerre froide elle revient, hein, mais oui et non. Mais non, mais du coup c'est de faire en sorte que la Terre elle soit télétransportée à l'autre bout de l'univers. Dans un endroit à 2% près, j'adore le à 2% près. Si tu foires, on est tous morts. Tu sais, tu finis dans le trou noir qu'ils t'ont montré juste avant. C'est vrai qu'il y a un trou noir, Interstellar avant. Ou d'ailleurs, la surfeuse d'argent se fait aspirer et tout, mais elle revient comme une fleur après. Elle a beaucoup de pouvoir quand même. Scénario. Non, mais elle a beaucoup de pouvoir. Et du coup, imaginez transporter la Terre ailleurs, dans un autre système, pas solaire du coup, mais d'étoiles. Ouais. Alors, c'est ambitieux, sans faire de trop de préalables d'essais avant. Il fait ça rapidement. Hein. Mais c'est surtout, waouh, avec quelle énergie tu ferais ça? Avec l'énergie de toute la Terre. Ouais, enfin, en vrai, même ça serait pas possible. Hein, Parce que pour c'est pas grave. Transporter un œuf ou un bœuf, je ne sais plus, de 3 mètres, genre, il fallait toute l'énergie de New York. Donc pour transporter une planète à l'autre bout de l'univers pour qu'un gros monsieur ne la mange pas. Il n'y a pas de problème d'échelle là? C'est un peu comme dans Retour vers le futur, quand le doc il fait une échelle, il fait une maquette. Oh, t'inquiète pas, c'est pas à l'échelle. Mais ce qui est terrible,
c'est que tu vois ce problème de rapport d'échelle d'énergie ici. Il arrive. On va le retrouver dans le problème du rapport d'échelle de Galactus. Tu l'avais dit, hein, le scénariste, Mais il le c'est fait l'assassin derrière Godzilla versus Alors, Kong. il a fait Godzilla, il a coécrit Godzilla versus Kong. À un moment, il a dû avoir l'idée de ouais, on va faire apparaître Galactus dans New York en mode Godzilla. Sauf que moi j'étais choqué parce que quand il arrive sur la Terre comme ça, ok, bon. Mais moi, je l'imaginais beaucoup plus grand, moi. Mais on te le montre comme immense, le mec il est assis comme ça. Les 4 Fantastiques ils sont comme ça. Hein. Ils sont vraiment, niveau échelle, ils sont comme ça. Ouais, Ensuite, on te le montre dans l'Hudson. Oh, il est quand même très grand. Puis on te le montre à côté des bâtiments, il fait 3 mètres. Hein. Bah, il est pas très grand. Le problème, c'est que alors là, le coup, l'idée du gigantisme, malheureusement, tombe à l'eau. Là où j'ai beaucoup aimé Galactus dans son antre, sur son trône, Ouais, c'est très bien. À part la discussion pourrave, donc de je veux l'enfant, je vous pour le écrase montrer, pas. c'était bien. Voilà. Et sa malédiction, moi j'en entends, c'était intéressant comme principe. Et après il débarque comme un monstre lambda, c'est Cloverfield. Hein. Ouais. Boum, il débarque et C'est vraiment Godzilla en fait. Et alors l'idée c'est de l'attirer pendant 37 secondes, et beaucoup d'idées de secondes, hein, tu vois, c'est pour Climax. Ah mais c'est très précis, c'est très scientifique comme film. 37 secondes dans une sorte de triangle d'énergie, et à un moment là il se fait appâter par, ils mettent le berceau de l'enfant. Oh là là, et c'est C'est comme quand on attire le méchant loup avec une petite tarte au bord de la fenêtre. Mais c'est comme dans Ghostbusters 2, hein, c'est pareil. Voilà. Et du coup, là j'étais en train de me dire, non, il va pas se faire avoir comme ça quand même. Heureusement non, quand même. Parce que quand même, Reed Richards, ok, c'est l'homme le plus intelligent de l'univers, et de son univers à lui, hein. Dans les comics, c'est vraiment le plus intelligent de tout. Mais quand même, pour Galactus, délimiter la zone, il est un peu bête Galactus quand même. pour délimiter la zone de la téléportation, il met des gros trucs fluo. Et Galactus, il fait ça, il fait, mais vous cessez de me douiller. Non mais le pire c'est qu'il est là, il pose le pied, il se dit, il y a une couille dans le pâté. Il pose le pied, il voit quand même les grosses traces rouges qui font bien 3 mètres sur 40. Il fait, peut-être qu'on essaie de m'avoir. Puis après, il voit qu'on a subtilisé. Ah oui, il l'aveugle pendant 2 secondes, il enlève le gamin, il l'enlève. Ça, j'étais mort de rire. Qui peut étendre son bras. Et là, incroyable, enfin il utilise son pouvoir élastique dans le dernier tiers du film, parce qu'avant, alors que dalle. Hein. Bah en fait, ça correspond un peu aux comics où genre, c'est plus un mec intelligent qu'un mec qui utilise ses pouvoirs. Quoi. Mais bon, à la fin, quand même, heureusement qu'il est très élastique, il est même hyper élastique, parce que Galactus, à un moment, et j'ai eu mal, là, j'ai grincé des dents, ça va péter. Ça. Mais je me dis quand même, mec, t'es élastique, tu peux tenir. Et le pire, c'est qu'il va finir, il va le laisser tomber en spaghetti après. Il l'atterrit comme ça. Mais bon, enfin, quand même, la fin est pas mal. Interaction, voilà, et tout. Cependant, petit bémol numérique sur l'incrustation du visage de Pedro Pascal, hein, sur ces scènes-là. Ça se voit. Aussi l'incrustation du bébé, globalement déjà, et aussi sur la main de Galactus devant lui. C'est le bébé CGI, et ça nous rappellera les épisodes de The Flash. Ou du fils du masque. Oh non. Non. Mais, et du coup, par contre, voilà l'idée du sacrifice. On y revient, double sacrifice, ça veut dire, incroyable. Et alors, parce que c'est un film qui se veut progressiste dans l'air du temps. Mon œil. Vous allez comprendre. Voilà. Ce sont quand même les 2 femmes qui vont vouloir se sacrifier. Et le problème, c'est que ça veut montrer le courage. Mais ça veut montrer aussi que le film il a envie de sacrifier les personnages féminins. C'est un peu à double tranchant. Ouais. C'est-à-dire que vous avez la mère qui va être prête à mourir et qui va mourir. Oui, spoiler, on est dedans. Susan Storm meurt. En utilisant un pouvoir plus grand qu'elle pour pousser Galactus dans ce passage-là. Parce que j'ai appris là, parce que j'ai pas lu les bons comics du coup, que Invisible Girl n'est pas que invisible, elle peut aussi... Elle peut faire d'autres trucs, elle peut même rendre invisible l'éviter avec des trucs invisibles. Incroyable, c'est un grand pouvoir. Hein. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc du coup, elle sauve le monde en se sacrifiant en mourant. Donc elle meurt, elle a trop utilisé d'énergie. Et Johnny Storm, à un moment, parce qu'il a le gamin... du coup, il veut se sacrifier. Johnny Storm veut se sacrifier en poussant Galactus jusqu'au bout et à dire, vous direz que tonton le voilà. Mais c'est pas lui qui va se sacrifier, c'est Surfer Girl. Ouais. On l'appelle comme ça, la surfeuse d'argent. Qui, du coup, on rappelle, parce que c'est vrai qu'il y a eu ce dialogue où il essaie de la draguer très maladroitement. C'est vraiment... Un très mauvais drague. Et ensuite, il dit, oh non, mais la planche n'avait pas partie de son corps, si tu vois ce que je veux dire. C'est malaisant, tout ça. Ouais. Moi, je fais la pécho, hein.
À un moment c'est pas loin dans l'idée. Je vais la prendre à un moment, il dit. Mais c'est la VF qui est mal. Mais tu sais que en plus, je te regardais en mode, tu l'as eu ou pas? Tu as eu le titre? Non, mais bon. Mais du coup, c'est pas lui qui sacrifie, c'est elle, parce que parce qu'elle est tombée amoureuse et non, elle a compris que voilà, elle a déjà fait un sacrifice, elle va en faire un autre. Mais de toute façon, le surfeur d'argent, ça a toujours été du côté des héros au niveau de chez Marvel, je crois. Ah voilà, mais l'idée de se sacrifier, de faire le bon choix et de sauver un autre monde après avoir sauvé le sien. C'est beau en soi. Tu dis qu'il y a une idée de sacrifice, mais elle est pas vraiment développée. Le sacrifice, rapide, par exemple, trop rapide, ça aurait pu être un peu plus intéressant si ça avait vraiment sacrifié le gosse, si c'était vraiment questionné. Ouais, mais... Et du coup, en plus, on le notifie parce qu'on dit non, mais Red, tu te questionnes sur tout, c'est sûr, tu as dû te questionner sur le gosse. Ouais, mais ça aurait pas collé dans un climax qui se voulait spectaculaire. Mais ok, ça fait du spectaculaire. Superman, c'est de l'action. Ouais, mais voilà, là c'est de l'action à l'ancienne. Hein. Là, je pense qu'on est dans l'idée, dans ce conservatisme de super-héros. Et du coup, voilà, sauf que l'enfant. Incroyable. Alors moi, je l'ai vu venir. Mais c'est terrible. Mais ben bon, parce qu'on le sait, il est hyper puissant et tout. Et le bébé, il va faire à 4 pattes sur la maman. La maman, elle est morte et tout. Il la ressuscite. Et c'est là qu'on comprend que Franklin, c'est un dieu. S'il ressuscite un humain, c'est que ça sera l'équivalent de Dieu. Et en plus, dans certaines versions du comics, et là on va arriver à incroyable, des théories potentielles. En deux lectures Wikipédia, j'ai réussi à faire peut-être le scénario de Doomsday. C'est terrible. Je suis mieux que l'IA. Je suis mieux que l'intelligence artificielle utilisée par Kevin Feige. On verra ça à la sortie de Doomsday. Hein. Ce qui est incroyable, c'est que l'enfant, du coup, dans certaines versions, Franklin, c'est donc le fils de Richards, ok, mais aussi un des Kang alternatifs. Voilà. Et, en plus, cerise sur le gâteau, le petit-fils d'un certain Dr Fatalis, qui est le dictateur d'un pays. Dans la Latveria ou un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Et on voit à un moment ce pays imaginaire. Donc ça veut dire que Fatalis, donc c'est le père de Red Richards qui peut-être ne le sait pas, voilà et tout. Fatalis alias Dr Doom. Hein, Robert Downey Jr. avec un masque et une capuche, qui sera peut-être chauve. Voilà. Iron Man. Mais en fait, on va comprendre que c'est aussi dans l'univers d'Iron Man, ça va être le père d'Iron Man. Cherche pas, comme ça va être là, c'est le père de Richards. Encore ça va être le père de Richards ici. Et dans l'univers, c'est pour ça qu'il ressemble à Robert Downey Jr. Cherche pas plus loin, j'ai trouvé. C'est pour ça qu'ils l'ont cassé. Et du coup, à la fin, scène post-générique, tout va bien, tout le monde est vivant, c'est des super-héros, hommage, machin, américaine à la fin, tout bien. On revoit la dame, la chef de la fondation, machin, qui fait toujours ces mêmes mimiques, elle sert à rien, la pauvre. Et l'homme taupe qui sert juste à protéger les gens, à un moment quand même dans l'underground. Oui. Ok, il sert à rien aussi, à part faire 2-3 répliques comiques à un moment. Et donc, scène post-générique, vous voyez que la première, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout. Scène premier crédit, Dr Fatalis est là, enfin Doom, et donc il a l'air de kidnapper l'enfant, on voit que de dos, il laisse son masque, et on comprend du coup que s'il vient de chercher, que c'est qu'il vient chercher son petit-fils. Et que peut-être qu'avec Doctor Strange dans Avengers Doomsday, il va y avoir un mélange des univers. En fait, Doomsday, je crois que ça va adapter Secret War ou un des comics où justement il y a tous les gentils Marvel contre les méchants sur une planète reconstituée par le Beyonder. Du coup, c'est pas par. Mais c'est pas, il n'y a pas Secret War après Doomsday. Bon, il y a un autre truc de War parce qu'ils adorent les War. Donc, je crois qu'on a déjà deviné, que Fatalis. Là, c'est Fatalis, peut-être. Là, c'est Fatalis dans cet univers. Le père de Reed Richards. Dans l'univers que l'on connaît du MCU, ça va être Dr Doom, qui va être le père d'Iron Man. Bah en fait, je me dis, s'ils font ça, c'est vraiment qu'ils... Bah je sais pas, parce qu'ils ont casté... Le pire, c'est qu'en castant Robert Downey Jr., déjà, ça donne un indice. Mais là, en plus, si on cherche, comme dans certains comics, c'était que le petit-fils, là, c'est Kang, et que Fatalis, c'est le père de Richards, c'est le père du scientifique intelligent de cet univers. Dans l'univers du MCU qu'on connaît depuis le début, le scientifique intelligent, c'est Iron Man. Ouais. Mais en fait, je me dis... Et je rappelle qu'il y a Doctor Strange qui peut passer d'un univers à l'autre. En fait, de ce que je me souviens... ça me donne pas envie de voir la suite, j'avoue. De ce que je me souviens, Fatalis, en fait, c'était un rival de Red Richards qui était aussi en crush sur Sue Storm. Du coup... En faire le père, c'est à la fois bizarre et ultra perchu pour rien. C'est mal écrit en fait dès lors.
Alors que là, ou alors ça va être juste un crush. C'est plus logique en fait que Fatalis soit un rival de Red Richards, qui était Crutch, qui est le roi de son pays de merde. Donc l'ennemi de Richards, quoi. Voilà, et qui ensuite kidnappe son fils, comme un méchant pourrait le faire, pour en acquérir les pouvoirs, parce qu'il a dû se douter que c'est la pouvoir d'un dieu, surtout si... voilà, ça aurait été plus logique. Cependant, si c'est Fatalis qui kidnappe son petit-fils, ça peut mettre un peu d'humain et d'amour dans cette idée quand même. Ça peut rendre le personnage plus ambigu. Donc t'as raison, vu que c'est le MCU, ça va être juste un antagoniste lambda. Non, parce que ça va être le grand méchant à Skip, parce que Kang, ils peuvent l'utiliser, parce que Jonathan Major est un énorme... Je rappelle que du coup, la variation de Kang, potentiellement, c'est le petit Franklin. Là. Et donc... voilà. Bon, allez. Quand même... Et puis la deuxième version, la deuxième scène post-générique. C'est un hommage à Kirby au dessin animé. Voilà. Bah, économisé Kirby, temps, avec Herbie qui fait joujou à la télé. Mais en fait, ce petit robot, il sort juste avant de figurer. Il sort juste à ça. C'est le gros goût du film. Voilà. C'est le petit Triceratops, non, le petit dinosaure dans Jurassic World. Et on peut pas dire que c'est Crypto, parce que Crypto est utile dans le scénario. C'est pas faux. On peut fermer la zone spoiler, hein. Ferme-la. Ferme-la, dis-tu. La zone spoiler. Mais du coup, voilà, cette expérience de la Melon Mobile, là, va prendre fin. Pour conclure, concluons avec un dernier mot. On vous conseille ce film si vous n'avez pas mieux à voir. En fait, si vous voulez aller au cinéma pour la clim, vous n'avez pas passé un mauvais moment. Pour la Melon Mobile. Voilà. J'ai passé 2 ans de RER pour venir. Non, mais bon, ça va. C'est pas le pire des films du MCU. Ouais. Je regrette pas de l'avoir vu en mode voilà. C'est juste un bon même pas, c'est pas bon, c'est juste un sympathique film à regarder. Moi j'ai envie de conclure là-dessus. On comprend, moi je comprends pourquoi j'ai arrêté le MCU en salle. C'est qu'à un moment je faisais rentrer ça dans un autre médium qui n'est plus du cinéma pour moi. C'est quelque chose qui peut être aimé, côté sériel, blockbuster, tu vois, mais on n'est plus dans la réflexion cinématographique. Alors là, il y en a qui vont dire arrêtez d'être élitiste, posez vos cerveaux. Il y a des films de super-héros qui savent être du cinéma. La preuve récemment. Superman. Voilà. Et là, je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment vu une œuvre de cinéma. J'ai vu un film de divertissement. C'est un film de divertissement de masse pour moi. C'est pas du cinéma, c'est vraiment. C'est parce que les thématiques sont déjà éculées et elles sont pas approfondies, c'est ça en fait. C'est juste, on a une situation initiale, il y a un problème avec Galactus. Ils vont le résoudre, ils vont échouer premièrement, mais ensuite ils vont réussir parce que c'est toujours écrit pareil. Et une mise en scène fonctionnelle. Ouais, voilà, ça montre les choses, mais ça montre pas le cinéma. C'est pas du cinéma parce que ça ne réfléchit pas à l'image comme un médium qui permet de parler. Ça fait que référencer. C'est-à-dire que les moments de cinéma qu'on voit, c'est des références. Ouais. De Star Wars, de 2001, de Interstellar, des comics. On essaye de lier le médium comics dans l'air cinéma. Oui, mais c'est gratuit dans des scènes. Alors que James Gunn a réussi à ramener le Superman des comics thématiquement. Oui. Parce que il a compris l'essence de Superman, qui est un homme avec des pouvoirs surhumains qui a pour but d'aider les gens. Voilà. Alors que là, c'est juste des super-héros à l'américaine un peu lambda. Voilà, avec des enjeux certes forts et impressionnants, mais lambda. Où il faut sauver le monde, mais ce sont les Américains qui vont prendre en chose des mains. En fait, c'est un film de cahier des charges. Il fallait les cas fantastiques pour la suite. Parce que le méchant, c'est Doctor Doom dans le prochain. C'est partout. Oui. Et du coup, il fallait au moins ça. Et puis faire une transition, et parce que je crois savoir aussi que les Cases Fantastiques font partie des personnages les plus populaires. Donc le MCU ayant les droits, maintenant, ils ont eu envie de faire un film Cases Fantastiques. Comme dans 5-10 ans, on aura un film X-Men qui seront on a les droits, on va le faire sans vraiment réfléchir au sujet. Pas pour faire de l'art, en fait. C'est vraiment pour remplir le cahier des charges de l'univers. Voilà, quoi. C'est pas très intéressant. Alors que le problème des Cas Fantastiques, c'est qu'il est sorti à une période où on a eu The Batman. Ouais. Que j'adore. Hein. C'est un de mes films de super-héros préférés. Ouais, The Batman, Superman là. Superman. Les Gardiens de la Galaxie qui étaient un peu à part parce qu'ils allaient à The Suicide Squad. Parce que déjà, c'était aux confins de l'univers, c'était même pas sur Terre. C'était des films réfléchis. Là, sinon, au niveau acting, il n'y a pas grand chose à dire. Tu vois, ils ont tous pris le café. Il y en a une à la rigueur, c'est Julia Garner qui joue la surfeuse d'argent. Elle essaye. Au moins, il y a une tentative d'émotion. Non, c'est de l'eau, c'est neutre. C'est bien. Moi, j'aime bien l'eau.
Oui, bah l'eau c'est important. Vaut mieux boire de l'eau que de manger des univers et des mondes. Hein. Voilà. Surtout que le mec il s'alimente de lave et tout, ça doit pas être pratique. Ah bah, écoute, ça épice le. Hein. Tu mets une petite coulée de lave sur ta planète, ça relève le plat, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Mais du coup, autant aller attaquer vers l'Islande ou l'Etna, je sais pas, plutôt que d'aller en plein milieu des États-Unis, si tu veux débarquer. C'est pas très logique comme film. Mais tous les extraterrestres qui viennent envahir la Terre arrivent aux États-Unis. C'est vrai, en plus, je faisais la réflexion à Adam, à un moment, je lui disais quand même. Dans les comics, j'aimerais vraiment pas habiter à New York, la ville. Pas de bol, hein. À chaque fois, il se passe un truc chiant. Ils ont pas de bol. C'est Gotham, en vrai. Puis dans cet univers, en plus, ils ont pas Spider-Man. Maintenant, il est pas né encore, mais bon. En vrai, tu préfères vivre dans Gotham ou dans le New York du MCU? Ah, c'est compliqué quand même. Mais voilà, bah du coup, merci mon cher. Merci, bah je m'en vais. On va surtout refaire de l'air parce que. Oh, ça fait du bien. Tu vois, tu comprends la melon mobile là. Ah. Parce que d'habitude, des fois, je tourne et il fait 5 degrés de plus. Hein. Voilà. Mais du coup, on va faire le mot de la fin. Attention de ne pas trop bouger la caméra quand même. Restons en vie jusqu'au bout. On tient le RER. Mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à dire en commentaire, à nous corriger sur certaines choses. Ouais. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, allez-y. Si vous êtes d'accord avec nous aussi. Ça fera du référencement. Voilà. Mais surtout, on discute. L'échange est ouvert. La passion est là. Ouais. Et on vous dit à la prochaine. Bisous. Ciao.